Je sais pas si on va aborder autre chose que le sujet principal de ce soir, qui va être Pablo Servigne. Souvent, on lui attribue d'avoir réouvert les portes des concepts d'effondrement de la civilisation, qui était plus justement un effondrement apocalyptique, mais l'acceptation du fait que le système tel qu'il était aujourd'hui n'allait pas pouvoir durer. Eh ben écoute, Pierre, bienvenue avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai commencé un peu à leur introduire qui était Pablo Servigne, très, très légèrement. D'accord. Et rien que de commencer à en parler, ça m'a rendu un peu nostalgique de cette époque. Tu t'étais penché sur son bouquin Comment tout peut s'effondrer quand on est rentré en école d'ingé en première année. Ah oui, oui. Ou en seconde année, je me souviens plus précisément. Mhm. Et moi, j'avais pris un peu ce prisme-là par Jean Covici, Biwix. Oui, c'est ça, ouais. Et un peu Keller aussi. Et en fait, Servigne, je l'ai écouté très très tard. Jean-Marc Jancovici, Arthur Keller, Pablo Servigne, c'est tout un tas d'ingénieurs. Il y en a certains qui étaient spécialisés en énergie, donc ça c'est Jancovici. Arthur Keller, il était spécialisé en dynamique des systèmes. Et Pablo Servigne, lui, son truc, c'était plutôt l'alimentation. Je disais qu'il avait fait un parcours d'ingénieur agronome. Et Arthur Keller et Jean Covici, ils ont tous les deux fait des séries de conférences où ils rendaient compte des limites du système. Donc ça reprenait le discours du rapport Meadows, du rapport du Club de Rome. Tout un truc qui avait été développé aussi pendant les années 70, vraiment à la base du mouvement écologique. Il y avait ce truc de ça va partir en couille, quoi. Il y a un moment donné où tout va être fini. Et Servigne, ce qu'il a fait, comme tu le dis, c'est qu'il a sorti un bouquin, Comment tout peut s'effondrer, qui a été un petit phénomène. Et donc, il va développer cette idée de la théorie de l'effondrement. Et ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que il y a la théorie de l'effondrement, il y a la collapsologie, qui, on va dire, serait l'écosystème des penseurs qui essaient de concevoir les limites du système qui arrive et d'aller au-delà des rapports en fait qui attestent de l'effondrement de l'écologie, qui attestent de la merde présente pour se projeter dans le futur et dire les gars en fait c'est pas tout de regarder ce qui se passe maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va nous arriver dans la gueule. Et il y a les collapsos qui sont la masse gigantesque de personnes qui ont lu Comment tout peut s'effondrer, ou qui ont écouté Jean-Marc Jancovici ou d'autres penseurs contemporains, et qui ont dit ok, ça va être la merde, ça va s'effondrer. La civilisation thermo-industrielle, peut-être on reviendra sur la définition de ce que c'est, mais va s'effondrer. Et à partir de là, dans ça, vous avez des écolos bobos qui vont faire leur écolieu au fin fond de la Drôme. Vous avez des survivalistes et vous avez des doomers, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné, quoi. Vraiment sont en mode ah, c'est la fin du monde, quoi. Doom en anglais, c'est vraiment la fin du monde. L'apocalypse, ouais. Et voilà. Mais donc c'est un gros fouillis. C'est un peu comme voilà, les écologistes et les écolos, si vous voulez. Bien que on rappelle que la collapsologie n'est pas un domaine scientifique. C'est plus un domaine d'ingénierie, en fait. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est plus proche de l'ingénierie que d'une science à proprement parler. On est vraiment sur collecte, agrégation d'informations et proposition de modèles et de pensée en système. Je le rapproche beaucoup plus d'une science de l'ingénieur que d'une science à proprement parler. Il y a deux choses que je garde avec moi comme contre-exemple de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un bouquin de Pierre Rabhi qui s'appelle La convergence des consciences, et il y a Yggdrasil, qui est le magazine écolo de Pablo Servigne. Donc Pablo Servigne a été rédacteur en chef de cette revue. Écoute au loin, car c'est encore là. Le mouvement qui scintille ne nous a pas quittés, ni toi ni moi. Ce souffle immémorial vit au creux de tes hanches, au cœur de ton bassin, creusé du mystère de la vie. Il pulse comme au tout premier jour et se transmet depuis la nuit des temps. Osons un instant ici même fermer les yeux, et nous donner ce que nous n'avons pas reçu, ce qui nous manque tant, ce à quoi nous aspirons, et que parfois nous ignorons.
Et si je posais mon attention avec ma main en contact avec mon ventre, maintenant, est-ce agréable? Est-ce désagréable? Ose cette expérience. Et si ma deuxième main venait à tout prendre contact et se placer sur le bas de mon dos pour entourer mon bassin de mes paumes, avec une infinie délicatesse, comme je prendrais soin d'un bébé ou d'un oisillon, d'une création précieuse façonnée de mes mains ou d'un joyau. Alors là, vous allez me demander, mais quel est le rapport avec l'effondrement de l'humanité ou de la civilisation? Si, c'est développer la spiritualité pour pouvoir faire face au deuil de notre société et au morbide de la transition que l'on doit faire. Et en vrai, en soi, c'est pas complètement con. En vrai, invoquer le spirituel pour générer des affects, créer un nouveau rapport au corps, ça peut être une porte à ouvrir qui va te permettre de rentrer dans une réflexion, tu vois, vraiment dans une remise en question. Mais ça devient... Dans le jardin de notre enfance se tiennent les cadavres éparpillés autant que les prisons dorées. Et c'est genre... C'est un... Bon, mais déjà il y a le jardin de notre enfance, ce qui veut dire devrait être en interdit, mais grosso modo, c'était un mélange exceptionnel d'idées pas complètement connes et ouais, espèce de spiritualité pseudo-New Age, quand même. Il y a des trucs qui franchement font penser à du New Age. Éveiller notre être sensoriel. Voilà, nous pouvons incarner le mystère de ce qui advient à chaque instant et de ce qui adviendra que nous ne connaissons pas encore. Et nous pouvons laisser la place pour que l'avenir soit, car nous avons la mémoire du devenir lovée dans nos cellules vibrantes. Voilà. Voilà. La mémoire du devenir lovée dans nos cellules vibrantes. Et là ça sent un peu ça pue un peu le quantique, là, j'ai envie de dire. Ça reste de grandes généralités. Je trouve qu'il n'y a pas de dimension pratique dans cette pensée-là. Soit on structure vraiment un système dans lequel les gens peuvent créer des représentations pour appréhender leur rapport au monde, mais juste faire de l'incantatoire pour dire il faut redévelopper le spirituel, etc. Bon, c'était de la ressucée de ce qui avait été fait dans ces bouquins. Ça ouvre la porte à des gourous New Age qui vont faire du verbiage dont tout le monde va pouvoir se saisir sans réellement saisir la situation. Et bon, je sais pas trop où ça mène. Voilà. Moi j'avoue, je connais ton appétence pour la dimension spirituelle, pour comment dire, promouvoir une dimension spirituelle du rapport au monde pour pouvoir créer un certain type de changement. C'est une rengaine qui est assez ancienne et qui a peut-être une pertinence, mais jusqu'à présent, moi j'ai des drapeaux rouges qui se dressent à chaque fois que j'entends spirituel. Yes. Et spiritualité, parce que il y a tant d'exemples d'abus et d'obscurantisme à travers cette notion, parce que les gens qui sont en quête de sens et qui se réfugient dans ces pratiques, en fait, n'ont pas nécessairement les outils, et cette pratique ne donne pas nécessairement les outils pour aiguiser le sens critique et aller vers de l'action, en fait. Donc Gabriel dit que tu es un grand pragmatique. Je pense que ouais, je suis plutôt dans ce sens-là. Mais je reconnais qu'en fait, dans un autre extrême, on pourrait percevoir que tout ce qui nous entoure, tout ce qui a du sens, tous les symboles qui ont du sens pour nous, sont de la matière type de l'ordre du spirituel. Et donc en fait, voilà, il y a des cloisons qui peuvent être déplacées. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière la pratique de la spiritualité. Finalement, Servigne, une fois qu'il a fait son constat, où il a fait donc un grand travail de synthèse, qui est extrêmement utile, une fois qu'il a fait ce constat, il a, dans un premier temps, posé une série de pistes, donc pourquoi pas, dont des pistes spirituelles. Il a dit, voilà, la première chose, lorsque on réalise, voilà, c'est lui qui a réintroduit aussi la notion de la solastalgie, donc la nostalgie du futur que l'on n'aura jamais, et les dépressions qui en ont suivi, donc l'ancêtre de l'éco-anxiété, si vous voulez.
À Duvalo qui dit quid de la relation au vivant si elle n'est pas pensée de manière spirituelle? Sommes-nous en simple amas d'atomes? Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi que de considérer uniquement la relation au vivant de manière matérialiste, c'est s'empêcher d'accéder à un certain nombre d'affects qui, pour moi, me paraissent indispensables si on veut atteindre l'hégémonie, vraiment faire en sorte que on ait un mouvement des masses, quoi. Si on veut que les gens aient envie de, de protéger le vivant, ou en tout cas de vivre avec les vivants, ça doit aller au-delà de la compréhension extrêmement scientifique que l'on en a aujourd'hui. Et il y a des exemples dans l'histoire de l'humanité de rapports spirituels, voire religieux aux vivants, qui sont tout à fait sains et qui même ont pu, d'une certaine manière, préfigurer certaines pensées scientifiques. Moi, souvent, je prends l'exemple du shintoïsme. Dans le shintoïsme, on va incarner des esprits dans des objets et dans des éléments de la nature. Et en fait, on va imaginer un monde, entre guillemets, parallèle, dans lequel il va y avoir une activité entre ces esprits. Et en gros, on ne peut accéder à cette complexité, à ce réseau d'activités, que de manière indirecte, par des indices, par des chamans, par des personnes qui sont spécialisées dans l'interprétation des signes. Et moi, ça m'a toujours beaucoup fait penser à une proto-conception de la biodiversité. Je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir un rapport spirituel pour développer des affects avec le reste du vivant. J'ai par exemple en tête une certaine image que j'ai pu me construire dans un bouquin de science-fiction où en fait il accède à ce qui est appelé la noosphère. C'est grosso modo l'ensemble des informations générées par tout le vivant. Et en fait, on peut construire une image mentale par une certaine connaissance des processus biologiques, donc par un rapport assez totalement matérialiste et scientifique de l'étude du vivant. Plus on a une compréhension fine des processus biologiques, en fait, plus on peut construire une image mentale de ce qui nous entoure et en fait être subjugué, avoir un choc esthétique de la compréhension des phénomènes qui nous entourent. Par exemple, quand je vois un arbre, je visualise parfaitement une fine pellicule de vie autour du bois mort qui se déploie dans l'espace autour du tronc, des branches et tous ces petits bourgeons et ces feuilles qui captent la photosynthèse, génèrent des échanges gazeux, produisent des sucres qui vont être métabolisés dans des molécules complexes jusqu'à continuer. Oui, mais toi, t'es un bandeur de science, Pierre. Toi, tu kiffes la photosynthèse, quoi. Mais, oui, mais est-ce que tout le monde kiffe la photosynthèse? Est-ce que tout le monde est capable d'accéder à la beauté à laquelle toi tu accèdes, tu vois, à ton canal d'affect? Je pense que oui, c'est pas un canal qui est réservé à une élite ou à des gens d'une puissance intellectuelle particulière. Non, pas d'une puissance intellectuelle, mais par contre que ça soit réservé à des élites et que beaucoup de personnes se ferment à ce canal parce qu'elles ne s'y sentent pas légitimes, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, tu peux tout à fait répondre que... C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Là, tu parles d'une construction sociale et d'une appréhension à un certain type de savoir, mais il n'y a pas de blocage il n'y a pas de blocage fondamental à ce que les gens puissent développer des affects par la perception matérielle des phénomènes qui les entourent. Gabriel qui dit, déjà je suis pas sûr que tout le monde capte la photosynthèse, alors l'apprécier. Et en fait, c'est une question de sensibilisation pour moi. Voilà. C'est vraiment une question de sensibilisation. Pour prendre la défense de Pierre, je vois ce qu'il veut dire. C'est en soi, rien ne nous empêche d'effectivement convaincre les personnes de, comme tu dis, de les sensibiliser et de leur faire réaliser. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est pour ça que j'aime bien l'approche du manuel de la grande transition et des 6 portes, par exemple. C'est cette idée que, en fait, l'approche par la science, c'est une approche, en fait. C'est une manière de rentrer vers cet affect. Mais qu'une manière de s'y ouvrir, ça va être
par exemple la voie par l'éthique, ça va être la voie par l'action politique, et ça peut être aussi par la voie de la spiritualité. Et que ces différentes approches, plutôt que de se contredire, se complémentent, et chacune, en fait, en atteignant ce choc esthétique, comme tu le dis si bien, elles peuvent nous permettre d'accéder en fait aux autres canaux possibles, aux autres portes possibles. Pierre, tu me dis quand est-ce que tu es bon. En attendant, je vais vous lire un extrait. Déjà, regardez ce magnifique schéma. Voilà. Fait au crayon de couleur. Le lien à la nature est le reflet du lien à sa nature intérieure, le terreau relationnel fertilisé menant à une vie sexuelle florissante. Oui, oui, c'était ça que je voulais vous lire. Dis-moi tant. Cantonner l'énergie sexuelle dans la sphère sexuelle peut créer des frustrations, un état d'insatisfaction, une envie de recommencer encore et encore sans être profondément nourri, satisfait. A l'inverse, apprendre à faire circuler cette énergie dans le corps nous permet de devenir de devenir mature, excusez-moi, en meilleure santé et plus joyeux, plus autonome aussi. Autonome ne veut pas dire qu'il s'agit d'être seul et de ne pas partager, au contraire, le partage prend de l'ampleur. Un être libre dans sa sexualité ne peut plus être facilement manipulé. Apprendre à devenir mature, à faire circuler son énergie de vie, c'est ce que les taoïstes transmettent depuis des millénaires. Ils cultivaient l'énergie sexuelle afin d'accéder à l'immortalité. Pardon. Ouais, non, mais principe important du New Age, hein, l'accès à l'immortalité. Lorsqu'on fait circuler cette énergie dans le corps, par la respiration et l'intention, c'est comme si tout notre corps devenait un sexe sensible, vivant, pulsant, ondulant. Le plaisir s'en trouve décuplé, la santé améliorée, le quotidien se colore de plus de douceur, et le linge est plus blanc que blanc. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, les amis, pour le beau gosse, le plus beau gosse de l'histoire de l'effondrement. Selon une étude internationale de 2020, 65% des Français pensent que la civilisation, telle que nous la connaissons actuellement, va s'effondrer dans les années à venir. Mais que mettons vraiment derrière le « c'est foutu » ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'effondrement ? Pour creuser ces questions, je reçois aujourd'hui Pablo Servigne, l'auteur qui, avec Gauthier Chapelle, a été l'un des premiers à mettre dans le débat public la possibilité d'un effondrement de notre société. Ensemble, nous allons explorer comment parler de l'effondrement, de la situation actuelle, mais surtout comment vivre et agir une fois que l'on a conscience de toutes les menaces qui pèsent sur l'avenir. Et je vous rassure, avant de commencer, non, tout n'est pas foutu. Pour commencer, je vous propose qu'on rembobine un peu. Donc votre essai « Comment tout peut s'effondrer », il est paru en 2015. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'en gros, c'est foutu. Et en même temps, quand on essaie de creuser avec elles et de leur demander ce qu'elles mettent derrière, elles ont souvent du mal à l'expliquer. Donc j'aimerais un peu explorer ce « c'est foutu » avec vous et vous demander en fait quelle est votre position aujourd'hui, 7 ans après la parution de cet essai. En gros, est-ce que tout va s'effondrer? Et finalement, est-ce que tout ne s'effondre pas un peu déjà? Ouais, merci déjà de me recevoir. Effectivement, il y a une petite confusion dans le titre. Comment tout peut s'effondrer? C'est pas tout d'un coup, c'est tous les systèmes, que ce soit les écosystèmes, les sociétés, les marchés financiers, etc. Tous les systèmes peuvent un jour s'effondrer. Et c'est intéressant, le tout est foutu, parce que c'est justement la posture qu'on voulait éviter. Nous, on arrive en lanceur d'alerte en 2015 en disant il y a un nouveau type de risque, le risque systémique global, l'enchevêtrement des risques, il y a le climat, la biodiversité, les ressources, le pétrole, etc. Si on les met ensemble, ça peut faire des effets de seuil, des effets dominos, des effets qui peuvent mener à quelque chose de plus rapide que prévu, d'effondrement brutal. C'est des risques majeurs, quoi. Donc on apporte ça. Et en disant, si on comprend ça et on apprend à peut-être pas maîtriser, mais à naviguer là-dedans, on peut essayer de s'en sortir un peu. Duvalo qui dit « Attends donc, pour pas s'effondrer, il faudrait appliquer les principes du livre qu'Eline nous a lu, de faire jaillir le plaisir du corps. » Exactement, je pense que tu as tout compris. Mais justement, ça c'est une critique que je voulais faire un petit peu en amont, mais du coup c'est l'occasion. Je pense que... Alors en fait, je sais pas si Servigne là va... En fait, je sais pas si je suis en train de pré-shot ou si Servigne... Est-ce que Servigne a réalisé en fait pourquoi est-ce que la plupart des gens qui ont lu ces livres ont finalement eu une attitude de doomer? Pourquoi est-ce qu'on a reproché à la collapsologie
d'être finalement une pensée du dooming, qui, comme le dit, ça n'a jamais été son intention. C'était clairement stipulé dans le truc que le but, c'était de contraire, de donner des clés de compréhension pour éviter ou pour minimiser la catastrophe ou pour penser un futur durable. C'est le fait que Servine n'a jamais politisé en fait son discours. Il ne l'a jamais, en fait, il n'a jamais vraiment ancré son discours dans des enjeux de lutte. Il n'a jamais désigné qui étaient les ennemis, quel était le problème. Et là où, on va dire, Jancovici a eu, on va dire, une forme de remise en question, je pense, où il a commencé, voilà, à aborder des thématiques concrètes d'emploi, par exemple, on va dire à sortir de ces chiffres et de ces analyses et de ces courbes. Bah, et encore, hein, moi je pense que Jancovici ne politise pas assez son discours, mais au moins, en gros, on va dire qu'il a créé un discours qui pouvait aussi être politisé. Bah, Servigne, finalement, il en est un peu resté là, quoi. Il en est un peu resté à le lien, être ensemble, discuter, l'entraide. Et donc, face à la violence de son constat, bah, ses propositions, elles sont un peu mou du genou, quoi. En fait, il dépeint un tableau d'un blocage systémique qui dépasse totalement les individus et il les laisse là avec comme seule perspective de aimez-vous les uns les autres et on espère que ça ira mieux. Il faut nommer le responsable qui est le capitalisme en fait. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à certaines choses. Si on est juste face à l'immensité du système et sa fragilité structurelle, par les effets de seuil, les effets dominos, d'entraînement, etc., la structure en flux tendu permanent que la méga machine capitaliste a produit, si on est juste face à ce constat-là, en fait, on ne peut être que dans une appréhension de la catastrophe totale. Il y avait un groupe là d'anarchistes autonomes, un peu, vraiment très extrême. Le partage là avec Nicolas Cazot et tout ça, que toi t'aimais pas trop, mais que j'aime bien lire parce qu'en fait ils posent des analyses même si leur réponse politique n'est pas forcément convaincante, l'analyse est toujours très juste. Et ils étaient très très critiques de Servigne en partant d'un constat. Grosso modo, le discours de Servigne ne menace en rien le pouvoir établi et participe à la tétanie. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait eu autant d'écho médiatique parce qu'en fait, il participe au renforcement du pouvoir et au renforcement du maintien du pouvoir du capitalisme sur les gens. Parce que par la tétanie qu'il provoque, il empêche de pouvoir penser une volonté de lutte et de rupture. J'ai envie de vous lire un passage de En travail de Friot et Lordon. En réalité, toute cette littérature de la recommunion avec la planète, les éléments et les non-humains, est en train de devenir pour certains un créneau en soi, une solution à la difficile question de savoir comment faire montre de radicalité critique sans aucune radicalité critique. C'est le créneau des intellectuels latouriens. N'est-ce pas en effet une proposition intellectuelle merveilleusement radicale de nous appeler à être rivière ? Bien sûr, dans cette radicalité-là, on ne prononce jamais le mot capitalisme, encore moins celui de capitaliste, considérant sans doute que c'est en montrant l'exemple à penser en iceberg qu'on va convaincre messieurs Bezos et Musk, Wall Street et l'industrie extractiviste d'habiter en oiseau. Inutile de te dire que c'est le genre de proposition politique qui fait se pâmer France Culture, Arte et toutes les institutions du monde culturel, prêtes à se donner le grand frisson pourvu que ça n'engage à rien. Aucune inquiétude, ici l'innocuité est parfaitement garantie. Célébration de la planète à sauver, mais sans qu'on dise jamais de quoi, ni surtout de qui.
Moi, je veux bien qu'on diagnostique une crise de la sensibilité. Ça me paraît même en soi une idée tout à fait juste. Mais à un moment, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui suive. Parce qu'à ce compte-là, tout le monde va s'y retrouver. Patrick Pouyanné, le président de Total, par exemple, je suis sûr qu'il est sensible au charme des arbres quand il va en forêt, qu'il a senti en lui quelque chose d'enfoui à retrouver. Après tout, il est humain, cet homme-là. Lui aussi, il a ses petites émotions. Il a bien dû voir une fois un lapin sortir d'un fourré, et puis ça se trouve, il a un labrador. Donc lui aussi, il est pour qu'on noue des liens avec les non-humains. Je ne mets pas tous les amis des arbres dans le même panier, mais voilà tout de même le nouvel œcuménisme, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, où mène le lyrisme de la communion sensible, un tréfonds de dépolitisation. Je veux bien célébrer tout ce qu'on veut, mais pas au prix d'oublier quelques questions fondamentales, d'ailleurs directement liées au motif de la célébration. Qui détruit la planète? Les capitalistes. Que faut-il renverser pour sauver la planète? Le capitalisme. Bon, ton imitation de Lordon est à travailler encore. Ouais, elle est carrément à travailler. Et en fait, c'est pas. Il y a une conception, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, la fin du monde, l'apocalypse, l'effondrement, il y a une sorte de confusion là. Et c'est vu comme un événement brutal, ponctuel, et après, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est pas exactement comme ça. Déjà, comme vous disiez, c'est graduel. On va en chier pendant des décennies, des siècles. Autant s'habituer, ça va durer longtemps. Enfin, voilà, les conditions risquent de se dégrader. Comment faire pour atténuer les souffrances, atténuer les risques, recréer quelque chose de nouveau, recréer une société, inventer quelque chose d'autre. Cette société industrielle, capitaliste, mortifère, voilà, on a un monde à ouvrir. En fait, l'effondrement, c'est un récit. Ce sont aussi des études scientifiques qui parlent d'effondrement, mais c'est aussi un récit. Mais c'est la moitié du récit. C'est un récit puissant parce que ça parle d'une mythologie de la fin du monde. C'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis dans notre société, qui sont de la mort, de la faim. On ne veut pas l'entendre, comme des adolescents qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas souffrir, qui sont dans l'illimitation. C'est un adolescent pathologique, tu vois. Et ça nous revient, comme on l'a mis sous le tapis, ça nous revient comme un monstre. Et cette question de la faim, c'est que la moitié, parce que dans toutes les mythologies, les peuples premiers, etc., la question de la mort vient avec la question de la renaissance. C'est toujours comme ça. Il y a une forêt qui brûle, elle renaît. Enfin, il y a toujours la mort et la renaissance. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on réémerge, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on recrée, c'est quoi la renaissance, c'est quoi la régénération. Alors ça commence à émerger. Et donc l'effondrement, ça peut être la fin d'un monde, mais pas du monde. Bien sûr. Et c'est ça, il y a des effondrements, et c'est la fin d'un monde. Ceci dit, petite précision, ça peut être la fin du monde. Pourquoi pas? Parce que les scientifiques parlent effectivement d'un risque existentiel, c'est un risque d'extinction de l'espèce humaine, ou de plein d'espèces, en fait, d'une majorité des espèces sur Terre. Et là, tu vois, dans son discours, je suis un peu gêné par une dimension assez fataliste, en fait, où il y a quelque chose d'acté dans le fait que la situation est perdue et qu'il faut... du moins, il y a une confusion entre la fin d'un régime consommateur de ressources extrêmement intensif, de préhension des espaces, de destruction du vivant, ce modèle-là doit s'arrêter. Mais Servine le présente de fait comme étant quelque chose qui va disparaître par lui-même et que la disparition par elle-même va être douloureuse. Et là, moi, je retrouve cet angle mort où il n'y a pas de critique, où il y a cette position un peu de Cassandre qui... disons qu'il y a ce truc de « Ah là là, je suis pas écouté », tu vois. Ah, ça va être la merde, mais personne m'écoute. Oui, mais en même temps, regarde quel est ton discours derrière. Après, on va dire pour prendre sa défense, déjà, là, il parle d'effondrement au pluriel, ce qui est déjà quelque chose de plutôt positif, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il disait au départ. Donc, il y a... voilà. C'est assez rare et il y a des confusions quand même. Il parle beaucoup de l'effondrement et là, il l'a dit une fois pour l'instant. Et justement, je voudrais revenir sur ça, je pense que ça c'est important. L'effondrement, c'est une notion anthropologique. Par définition, l'effondrement de la civilisation, on n'a aucune main dessus, ne serait-ce que parce que ce n'est pas à nous de le définir. Pour moi, ça aurait dû être un aparté, son truc d'effondrement de la civilisation. Ça aurait pu dire,
En fait, imaginez que dans le futur, on parlera de la période actuelle comme étant le début de l'effondrement de notre civilisation. Rendez-vous compte, quand même. Rendez-vous compte à quel point ce qui est en train de se passer est grave. Mais une fois que tu as dit ça, bon, bah, en fait, comme on disait, tu, tu t'attaques à quels sont les responsables, quels sont les outils que nous, on peut utiliser pour faire en sorte que, bah, pour nous, concrètement, là, maintenant, les effondrements que nous sommes auxquels on est amené à faire face soient le moins douloureux possible, voire soit, c'est ça, je pense qu'il essaie d'apporter aussi comme idée, l'opportunité de créer de nouveaux modes de vie. Donc, face à ça, vous évoquez l'adaptation radicale qui est théorisée par Jem Bendel, face à la situation dans laquelle on est, avec les 4 R, donc résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça impliquerait dans les grandes lignes? On l'a déjà un peu évoqué sur certaines choses, mais... Du nouveau, du contenu. En quoi cette adaptation radicale, ça pourrait être une réponse à toutes à tous ces effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui et à toutes ces crises? Ouais, c'est excellent ce mouvement anglais de deep adaptation, adaptation radicale. Jem Bendel, c'était un prof dans le management qui faisait du développement durable et il s'est rendu compte qu'en fait ça allait pas du tout, c'était n'importe quoi. Il a pris conscience des chiffres climatiques et il a fait une sorte de coming out, si je puis dire, où il a créé un article qui a eu beaucoup de succès, qui a été viral, où il dit mais en fait on va pas s'en sortir comme ça et on risque un effondrement sociétal collapse, il dit un effondrement social. Très sérieusement, il faut s'y mettre. Et les solutions qu'on nous propose, ça va pas du tout. C'est des demi-mesures qui nous foutent encore plus dans la merde. Donc, il proposait la deep adaptation, les 4 R pour se rappeler. D'ailleurs, je me rappelle jamais, mais donc résilience, c'est à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Émile H, philosophe, qui et Bruno Latour aussi dit à quoi nous tenons. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Résilience. Quelles sont les choses, les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être les liens. Qu'est-ce qu'on veut maintenir? Sois plus précis, Pablo. Sois plus précis. Résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Enfin, voilà, c'est quelque chose de collectif aussi. Pour ça, ils font des cercles, ils font des groupes de parole. Je suis d'accord. Deep adaptation, c'est un peu partout dans le monde. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant, le renoncement. On est dans une société où on ne sait pas renoncer. Oui. On est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être... Mais pourquoi on n'est pas dans le toujours plus, Servigne, si on dis-le. renonçait à ça, on faisait le deuil de vous ça. donnez l'exemple justement dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans en disant t'as une glace au chocolat en face de toi et tu peux pas la manger, quoi. C'est le symbole des métaphores des énergies fossiles qu'on doit laisser dans les sous-sols, sinon on explose le climat. Toute notre vie, on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols, et on ne pourra pas les extraire, on ne pourra pas lécher la petite, la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire renoncer collectivement? C'est la question du sevrage dont on parlait tout à l'heure. Philosophiquement, mais ça a des implications politiques majeures. Est-ce qu'on peut renoncer aux énergies fossiles? Là, cette question du renoncement, c'est vraiment très problématique dans une perspective internationaliste décoloniale. Parce qu'en fait, nous, on a usé et abusé des ressources de l'entièreté de la planète sans limite. Et la question du renoncement, c'est toute cette perspective de développement économique que les autres pays sont en train d'initier et qu'il faut stopper. Et là, il y a quand même quelque chose de vachement problématique dans le fait de trouver le renoncement souhaitable. Ça me donne vraiment le sentiment d'être... le renoncement, c'est facile quand on manque de rien et c'est envisageable quand on a déjà tout. C'est absolument ignoble de prôner le renoncement dans une perspective mondiale, en fait, pour des gens qui ont été exploités jusqu'à la moelle, où ils n'ont plus rien. On a détruit leur économie vivrière pour les orienter vers le marché, en leur disant que grâce à ça, vous allez accéder aux biens matériels et de prôner maintenant le renoncement.
qui doit renoncer, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le planifie. En fait, pour moi, cette notion est extrêmement problématique. En fait, je crois que le renoncement, il faut le penser, le penser dans une perspective d'ouverture à autre chose. C'est du renoncement peut-être aux fossiles, mais en fait, mais c'est pas le renoncement au service, à un certain nombre de services. Pour moi, dès que j'entends renoncement, Ouais. j'ai un peu ce même réflexe que le problème de la démographie mondiale, etc., où en fait il y a une perspective, il y a une drôle de perspective en tant que privilégié au niveau mondial à prôner cette posture-là, sachant que la perspective de travail doit être mondiale. Mais en fait, c'est tout le problème, c'est que pour l'instant, ça parle de radicalité, mais ça ne fait que évoquer des grandes postures morales d'écologie blanche occidentale. Ouais. Et d'ailleurs, la résilience comme posture morale, hein. La résilience comme il faut préserver les oiseaux. Ouais. Faut quand même le faire, quand même. Oui. Qui est le seul truc là dans tout ce qu'il disait qui semblait à peu près basé, tu vois. C'est lui quand même aussi qui a redéveloppé, qui a réintroduit les notions de résilience dans le discours commun avec Jean-Marc Jancovici, bien sûr. Et après, il y a réconciliation et le troisième Restauration. Ouais. Et restauration, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut refaire vivre? Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. C'est vraiment tout un pan de l'écologie qui est magnifique. Mais c'est pas que l'écologie, c'est aussi la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions à l'envers, parce qu'ils nous disent ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé, c'est une décroissance des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Et là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues et régénérer. Ok, je vois ce qu'il veut dire dans le côté le capitalisme est décroissant. À la limite, ça, je suis plutôt d'accord. J'aime bien cette idée de dire, en fait, le capitalisme est décroissant qu'au regard du PIB, du produit intérieur brut. Mais si tu prends en fait d'autres échelles de lecture, c'est intéressant de dire que le capitalisme est décroissant. J'ai beaucoup entendu des gens dire que la sobriété était croissante. J'ai pas forcément entendu de gens dire que le capitalisme était décroissant. Mais enfin, je sais pas, c'est quand même tourné autour du pot, quoi. Enfin, si c'est ça sa radicalité, tu vois, c'est de dire oh là là, c'est vous les décroissants. Point. Voilà la fin de ma démonstration de qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu court. Et quand il dit alors, il faut réparer les dégâts qu'on a fait. Putain, mais ça, c'est le truc du rewilding. Ouais. Mais mon Dieu, quoi. Enfin, c'est le rewilding, la naturalness, c'est une conception où on va redonner aux Patrimonial du écosystèmes. vivant. Voilà, c'est une conception patrimoniale du vivant, donc quelque chose à préserver, à restaurer, dont il faut garder l'état, il faut conserver l'état. Sauf que le vivant est dynamique, d'une part, bien entendu. D'autre part, la plupart des expériences, enfin, beaucoup d'expériences de rewilding, ça ressemble quand même à de l'apprenti sorcier. Même s'il y a des succès, il y a aussi beaucoup de merde. Et surtout, quand tu écris tout un bouquin sur le fait d'expliquer en partie que le réchauffement climatique est irréversible, que les destructions en termes de biodiversité, en termes d'espèces sont irréversibles, notamment parce que tu vas créer des nouvelles conditions de vie inédites, autant pour le vivant, les autres vivants, que pour nous, l'humanité, puisque l'humanité n'a jamais vécu d'instabilité climatique telle que ce qu'on va vivre au cours des siècles à venir. Parler de restaurer des habitats, enfin, c'est complètement con. Enfin là, c'est même, enfin ces mecs, enfin,
vraiment, t'as un doctorat en biologie, t'es ingénieur agronome et tu me parles de restaurer des habitats dans un contexte de. Enfin, c'est irresponsable de continuer de brandir cet imaginaire-là, en fait. Mm. Ouais, Ah, il y a un peu aussi derrière, tu vois, ce mécanisme de la compensation où, en fait, il y a on va replanter des il y a arbres. une Hein. croyance, ouais, il y a une croyance dans le fait que si quelque chose est détruit, ben, c'est pas grave, on peut le reconstruire. Et on reste toujours dans Mhm. cette posture de l'hubris technique, de la capacité à pouvoir refaire émerger des choses. En fait, un écosystème, lorsqu'il s'est effondré, il est irrécupérable. Tu peux essayer d'en refabriquer un autre, Mhm. mais ce sera très lent. Et en fait, c'est des pas de temps qui sont au-delà de l'évolution humaine, en fait. Mhm. Donc, il y a une sorte de mythologie techniciste derrière dans le fait de restaurer. Euh, voilà. Pour moi, il y a Non, quelque alors chose après, tu peux te faire il y a l'avocat du quelque chose qui diable. peut. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'était redévelopper du vivant, refaire émerger de la biodiversité. Euh, Pourquoi pas? Ouais, mais Si c'est ça, quoi, ce qu'il dit. C'est pas clair. Moi, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que Servigne, il est passé d'un discours qui était extrêmement basé, extrêmement concret, basé sur de l'observation, et où il y avait de temps en temps des ouvertures qui étaient incertaines, mais on pouvait difficilement lui reprocher à l'époque. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire personne ne faisait d'ouverture. Servigne à l'époque était le seul, parce que les penseurs de la gauche, c'était pas encore en parler des questions d'effondrement et de crise climatique, on va dire. Même ELV, en vrai, ils en faisaient pas grand-chose. Et encore moins les penseurs communistes. Voilà, maintenant, Lordon, il a un discours, tu vois, sur la solastalgie, et sur l'éco-anxiété. Mais à l'époque de Servigne, en vrai, personne, Jean Covici, juste lui, il te balançait sa conférence de 2 heures qui t'expliquait que c'était pas durable ce qu'on faisait aujourd'hui, et puis c'était tout, quoi. Donc à l'époque, tu pouvais lui passer, en fait, ces imprécisions. Parce que tu disais, ah, c'est vrai, j'avais jamais pensé à l'entraide. Ah, c'est vrai, j'avais jamais pensé à la spiritualité. Ah, voilà, ah, c'est machin. Et ah, c'est vrai, il faut pas s'enfermer dans son dooming. Mais enfin là, on n'en est plus là, quoi. Pablo Servigne, là maintenant, tu as une génération entière d'auteurs, d'écologues de philosophes, de penseurs de la transition, de la révolution. Le dialogue, il est dans les moyens d'action. Et oui, tu as toujours les Baptiste Morisot, les successeurs de Latour, que Lordon critique, mais qui font effectivement ce rôle de repenser notre rapport à l'environnement, de repenser notre rapport à l'avenir, et c'est enrichissant. Enfin, toi, en tant qu'ingénieur, t'es quand même capable de faire autre chose que de balancer des espèces de banalités qui sont des espèces de ressucés de concepts déjà existants et qui restent dans une conception toujours, et c'est ça qui me met en colère en fait, qui est toujours dans une conception blanche bourgeoise de l'écologie. Il faut sortir, il faut que les gens prennent conscience que c'est pas bien ce qu'on fait, donc il faut en sortir, donc il faut changer de comportement, et il faut que les gens, voilà, tous ensemble, on va résoudre le problème. Mais non, 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 enfin, c'est plus possible de raisonner comme ça, d'une manière aussi naïve, et de ne pas réaliser la structuration par classe du problème, quoi. Que le problème, ce n'est pas un problème de comportement, parce qu'en fait, on en revient là, quoi. Servigne, il est Ouais. encore dans une conception, il faut Et que les gens changent de comportement. en fait, je fais le lien avec cet appel à la création de nouveaux récits, où je trouve qu'il y a une vraie résonance dans cette posture apolitique de responsabilité individuelle, où en fait, l'appel au nouveau récit, c'est comment placer l'individu dans une nouvelle perspective pour changer son comportement. Et Mm. c'est non plus stigmatiser les comportements de l'individu, mais stigmatiser la cosmogonie dans laquelle l'individu se situe. Et en fait, je pense que c'est passer totalement à côté du problème, qui est le rapport de domination et d'exploitation induit par le capitalisme.
Et voilà, pour moi, cet appel au nouveau récit, c'est une manière de botter en touche pour ne pas nommer l'ennemi Mhm. se dédouaner de la responsabilité du combat politique et en fait, j'ai envie de le dire, du sabotage des structures d'exploitation, en fait. Bon, alors après, moi, la notion de récit, par exemple, je trouve que c'est un outil important. Et ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Et donc, il y a une vertu, je pense, à repenser les récits, à s'intégrer dans un récit vertueux. Et tu peux considérer que le nouveau récit, en fait, c'est le récit, ça pourrait être le récit révolutionnaire, tu vois, le nouveau récit révolutionnaire qui intégrerait les enjeux du réchauffement climatique, du patriarcat et de l'antiracisme. Pourquoi pas? On pourrait imaginer un nouveau Ouais. récit dans ce sens-là, tu vois, comme une nouvelle manière de concevoir la lutte en commun, euh, en, en plaçant justement chacune des classes comme faisant, apportant une pierre à l'édifice, en replaçant justement désigner le capitaliste, c'est peut-être une mise en récit déjà, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que Servigne, quand il appelle le nouveau récit, j'ai pas l'impression qu'il voit le récit comme un outil de motivation des masses et de construction du politique, du projet politique, en fait. Parce que quoi de mieux qu'un récit pour mettre en scène un projet politique et motiver des discussions stratégiques de protestation et de sabotage. Mais j'ai l'impression qu'il voit le récit comme une forme de fantasme Ouais, c'est ça. qui va te motiver malgré le réel, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de puiser dans le réel les forces que ferait par exemple Bernard Friot avec le Déjà là, qui en fait lui a appris aussi des erreurs du communisme, c'est l'horizon du socialisme, d'abord la dictature du prolétariat, ensuite le communisme, ensuite le socialisme, avec ce truc de oh, on va y arriver à ce magnifique récit, on sera tous ensemble. Bah voilà quoi, aujourd'hui, en fait voilà, même les gars qui étaient les pros du joli récit qui te fait rêver, tu vois, et les lendemains qui chantent, bah eux ils en sont revenus, tu vois. Et face à ça, c'est Servigne, ok doomer quoi. Je pense que cet appel au nouveau récit, c'est une sorte de fantasme de fantasme un peu incantatoire où à partir du moment où on a un nouveau récit, ben, boum, la société va changer de route. Et c'est ça l'apport de Friot, en fait, dans son déjà là communiste. C'est les gens, ils n'agissent pas en fonction d'un récit. Ils font et ensuite on rationalise. Ensuite on met en discours. Ensuite on l'inscrit dans une grande lignée. Et le faire dans l'autre sens me semble être totalement contre-productif, voire même limite vraiment dangereux, parce qu'en fait, à se cantonner à fantasmer une réalité alternative, ben, on ne crée pas les conditions d'une lutte effective, en fait. Bon alors après ça c'est le grand discours, voilà, de comment est-ce que tu crées du politique, est-ce que tu pars, est-ce que tu fais tu fais une proposition qui va être discutée, ou est-ce que tu pars des besoins pour développer progressivement une vision commune? Ça c'est Bah, à mon sens, ça ne peut être que la deuxième option, parce que sinon, en fait, tu fais quelque chose d'hors sol qui n'a pas de réalité. bah Il ça faut dépend, ça d'abord partir dépend. des gens, en fait. Non, mais tu peux toi-même te poser, tu vois, Servigne, comme toi, comme moi, nous sommes ingénieurs agronomes, par exemple, nous avons été formés au fait de mêler des enquêtes, des processus d'enquête, donc on est capable de mettre en place une méthodologie qui va nous permettre de se renseigner sur l'état de pensée. Enfin, moi, j'avais fait ça, par exemple, sur euh, le rapport d'un certain nombre d'acteurs, des filières agricoles d'Auvergne vis-à-vis du réchauffement climatique, du Massif central. Et tu peux voilà, les observer et toi proposer une synthèse de ça.
quelque part, c'est ce que Servigne a fait, tu vois. Il a récupéré tout un tas d'indices, tout un tas de travaux, et à partir de là, il propose un récit. Donc, c'est pas forcément interdit. Encore une fois, ton exemple pour moi abonde dans mon sens parce que en fait, ce travail de collecte et de mise en récit, c'est quelque chose qui se fait a posteriori. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, les gens ont une conception et ton travail, c'est de la rationaliser, mais c'est une conception qui est déjà là. Et le fait de faire un appel à créer un nouveau récit en pensant que ça va transformer, c'est totalement idéaliste en fait. Et enfin, c'est une conception idéaliste de l'histoire. Et ça, moi, j'ai du mal à le croire en fait. Et la réconciliation, du coup, c'est le 4e tome qui est le but de ce livre, en quelque sorte. Ouais, là, c'est plus... Enfin, il faudrait du temps pour le développer, mais ouais, notre livre, en fait, c'est comment on fait, parce qu'il y a des vrais clivages générationnels avec ces questions, hein, même les couples se défont ou se forment, mais je veux dire, intégrer cette question des catastrophes globales et d'un possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc, forcément, ça peut créer des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël, ou peu importe, avec les potes autour d'une bière, mais il y a aussi des réconciliations. Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, même si on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir qu'on se serre les coudes, sinon on va sombrer dans la tempête, quoi. Il faut se maintenir à flot. On a commencé en fait avec cette idée de qu'est-ce qu'on met derrière C'est foutu. Et donc maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'imaginaire, parce que dans le livre, vous évoquez, il y a de plus en plus de gens qui parlent aussi de cette question des imaginaires, mais vous évoquez la nécessité de transformer cette espèce de peur continue qu'on a en une sorte de grand récit, d'accepter qu'on va perdre certaines choses, de s'adapter, de s'habituer, de vivre avec, mais d'imaginer une autre histoire, d'autres sens à nos vies. Et pour ça, les représentations qu'on a tout autour de nous conditionnent énormément de choses. Et en fait, on voit aujourd'hui la plupart des séries, des films qui imaginent le futur, l'imaginent de façon catastrophiste et hyper anxiogène. On peut penser à The Walking Dead ou la série Years and Years ou la série Effondrement sur Canal, par exemple. Et la question que je me posais du coup en lisant le livre et en réfléchissant à tout ça, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin d'imaginer des récits de l'avenir qui soient lucides, c'est-à-dire par exemple qui puissent imaginer le fait qu'il y ait eu certains effondrements ou un effondrement, mais qui montrent aussi des personnes qui s'en sortent, qui arrivent à survivre, qui arrivent à continuer à créer des liens et qui montrent qu'en fait ce n'est pas le chaos ou la société qui continue comme elle est aujourd'hui, qui a une multitude d'alternatives possibles, quoi. Mais en tout cas, content d'avoir vu, disons, comment est-ce qu'il reprenait son discours de l'époque, où ça a pas bien vieilli, clairement. Pablo Servigne n'a pas bien vieilli. Et content aussi d'avoir pu voir Enfin, on est vraiment, je pense qu'on est tombé sur le bon timecode, tu vois, là, vers 45 minutes, où on a pu voir sa proposition, sa nouvelle proposition, qu'est-ce qu'il voulait développer aujourd'hui avec ses nouveaux livres. Et lui-même n'a pas bien vieilli, quoi. Non. Il est dans une conception, oui, idéaliste du monde. Mais voilà, tu peux considérer, voilà, c'est un peu ce qu'on avait commencé à développer au début du live, une forme de nouvel idéalisme avec la réintégration des spiritualités et cette idée de l'enrichissement de notre expérience du réel à travers l'expérience spirituelle. Et le fait que ça peut donner une porte d'entrée vers le réel et vers des outils concrets politiques. Donc, en fait, voilà quoi, vers le matérialisme. Mais lui, en fait, ça reste un... voilà quoi, c'est un très bon ingénieur qui est devenu le genre de personnalité publique qui ne parle que de sujets dont il n'a pas l'expertise, j'ai l'impression. Et je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien parce qu'ils se réfèrent en tout cas à des personnalités qui ont un discours aujourd'hui qui est à la pointe ou qui va questionner notre rapport au monde, qui va nous donner du pouvoir, dans le sens du pouvoir politique.
Mais là, lui, tout ce qu'il fait, en fait, c'est évoquer des auteurs qui sont tout aussi flous que lui pour réinvestir des notions qui n'ont jamais été bien convaincantes pour continuer, non pas d'éclaircir, en fait, le point de vue des collapsos ou le point de vue de son public, mais enfin voilà quoi, d'obscurcir le futur, de le rendre toujours plus incertain. Et voilà, et maintenant, Servine, je pense, par son discours, contribue vraiment au dooming, quoi. Ouais. Parce que il nous fait vivre une incertitude qui est non pas un contexte d'incertitude dans lequel il faudrait structurer un contre-discours politique efficace, ou en tout cas qui puisse motiver des luttes, mais au contraire un discours de l'incertitude. C'est un discours qui n'a pas d'intérêt, en fait, je pense, politique. Ah bah, ça c'est clair, c'est totalement dépolitisé. Totalement dépolitisé. Même si il parle, il dit le capitalisme, C'est mais, ça, mais c'est ça le pire, en mais en fait. fait, il identifie rien dans le capitalisme qui doit être combattu. En fait, c'est terrible parce que ces gens-là sont le symptôme de la conception du capitalisme post-Union soviétique, post-effondrement de l'Union soviétique, où voilà quoi, le capitalisme c'est juste devenu une grosse méchante bête qu'on peut évoquer quand il y a un problème, mais sans comprendre en fait qu'est-ce que c'est quoi. Parce que en fait on a arrêté de lire Marx quoi. On a arrêté de lire les penseurs contemporains du capitalisme quoi. Les gens qui le critiquent, les gens qui donnent des outils pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. De cette dernière dimension de la réconciliation, en fait, elle n'est pertinente que dans une perspective nord-sud, en fait. Là, dire réconciliation entre copains autour d'une bière, putain, qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. Ouais, mais je pense que parce que c'est tout son truc, quoi. C'était ce truc de la solastalgie, du fait que à un moment donné, la lecture enfin apprendre l'existence de ces crises, ça a été effectivement un vecteur de séparation énorme, de destruction de certains foyers, de certaines amitiés, de certains projets de vie communs, de certaines carrières aussi, des personnes qui ont démissionné. Et il y avait une dimension de séparation brutale, quoi. Euh, mais justement, je pense que cette séparation, elle doit questionner en fait les rapports que l'on entretient avec les structures sociales euh, m- contemporaines, modernes, qui sont issues de certains schémas, le schéma de la famille, le schéma de la, de la relation hétérosexuelle cisnormative, euh, où en fait, bah, peut-être que les relations que l'on doit construire, ça peut être une ouverture peut-être pour finir, les relations que l'on doit construire dans ce contexte, dans ce nouveau contexte d'effondrement au pluriel, bah, ce sont pas en fait les types de relations qu'on avait auparavant. Et de la même manière qu'on ne doit pas forcément chercher à reconstruire les écosystèmes que, avec lesquels on a grandi, eh bien, il faut pas forcément nécessairement essayer de recréer ces liens avec des personnes qu'il va peut-être falloir considérer non pas comme des alliés potentiels, mais comme des ennemis potentiels. Des personnes qui ne Mm. nous suivent pas en fait dans ce chemin de critique du capitalisme et de, euh, et de déconstruction des responsabilités de l'écocide, ne sont pas forcément des personnes avec qui il faut se réconcilier. Non, en effet. Et voilà, et si dans votre Non. famille, vous êtes entouré de personnes bah voilà quoi, qui s'en battent les couilles et que ça vous fait souffrir, euh,
bah, vous sortez pas obligé, enfin, on n'est pas obligé d'être copain avec sa famille. Enfin, ça, c'est des trucs de base de psychologie, tu vois, tu peux aussi considérer, voilà quoi, de fermer un certain nombre de portes qu'on laissait ouvertes par principe. Et après, voilà, on va dire que ça peut être un discours sectaire, ce que je dis là, tu vois. Parce que le discours de quitter ses amis, quitter sa famille lorsqu'ils sont pas d'accord avec ton nouveau cheminement réflexif, ça a été beaucoup c'est un mécanisme de secte. Euh, mais là, il y a un vrai questionnement est-ce que la radicalisation politique ne doit pas nous amener à questionner les formes de relations que l'on a jugées indispensables ou voilà, un peu, enfin, où il y a un certain tabou, quoi, qu'on n'a pas le droit de remettre en question, quoi. Il y a une sorte de fantasme un peu naïf de croire que on sera tous, tous ensemble, unis, main dans la main pour faire face au grand cataclysme parce que l'amour triomphera. Non, en fait, non. Bah, C'est, et il y a toujours, il y a quel toujours amour à des la gens. limite, tu vois? Hein? En fait, c'est quel amour, quoi? Quelle forme d'amour, quel type? C'est l'amour, l'amour du vivant, pourquoi pas? Oui, oui, et encore que non, en fait, parce qu'il y a des gens qui en auront rien à foutre jusqu'au bout. Euh, et en fait, ça me fait penser à un élément d'une des Mais du coup, conférences d'Arthur ils Keller. perdront, ils ne triompheront pas. Ça, on n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça, on n'en sait rien. C'est peut-être pas sûr. Tu doomes la pierre, tu doomes. Non, 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 non. C'est que on ne sait pas quelles sont les stratégies qui seront payantes, en fait. Oui, non, bien sûr. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Dans une des conférences d'Arthur Keller, là, il parle de ça, en fait, qu'il va falloir identifier qui sont les alliés et qui sont les ennemis, et qui seront les ennemis potentiels, et mettre en place des stratégies pour permettre d'avoir une réponse à des gens qui pourraient devenir des menaces. Hmm. Et que voilà, il ne faut pas se voiler la face. En fait, on peut faire un projet à plusieurs, avec toutes les meilleures intentions, toutes les garde-fous possibles, etc. En fait, il y aura toujours potentiellement une menace extérieure de gens qui ne veulent pas respecter le projet, qui sont prêts à le détruire pour s'emparer de choses qui les intéressent eux. Et donc voilà, il y a... bref, la réconciliation, enfin bon, bref, je commence Réconciliation piège à con. Allez, on finira sur le sens marketing de la formule que tu peux avoir.